S'informer pour mieux sensibiliser et promouvoir le droit à l'alimentation, c'est à cet exercice que se livrent depuis ce matin des leaders paysans et des acteurs de la société civile, une initiative du consortium nigérien Droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. On en parle dans cette édition. Et puis la Fondation Gouri Vie Meilleure de l'une des épouses du président Issoufou Mahamadou a fait don de vivres aux familles victimes des affrontements entre agriculteurs et éleveurs du 1er novembre dernier à Bangui dans le département de Madawa dans la région de Tawa. Le don a été réceptionné cet après-midi par le ministre en charge de l'Intérieur. On en parle également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Débutons par ce démenti de l'un des conseillers de la ville de Niamey, signateur de la motion de défiance déposée le 8 novembre dernier contre le président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou. Eh bien, ce dit conseiller apporte donc un démenti relativement aux informations qui font cas depuis quelque temps du retrait de cette motion de défiance après son dépôt. Le conseiller Ali Koulibaly estime qu'il s'agit juste d'une question de délai puisque le président du conseil de ville n'a pas encore convoqué la session extraordinaire qui doit débattre de cette motion de censure. Je propose de l'écouter. Il a été interrogé cet après-midi par la télévision Labari. Par ma voix, je vous fais savoir qu'il n'en est rien du tout. La motion suit son cours. En réalité, c'est une question de délai. Normalement, la loi dit que quand on dépose une motion de défiance à l'encontre d'un président du conseil, c'est au président du conseil de convoquer un conseil extraordinaire pour que soit débattu et au final voter la motion dans un délai de 15 jours ouvrables. Donc c'est ça que nous attendons. En réalité, nous ne sommes pas au bout du délai. C'est ça qui explique peut-être que nous n'avons pas communiqué, nous n'avons pas trouvé cela nécessaire. D'autre part, nous voulions ici faire un point par rapport à certaines allégations qui font croire que c'est seulement le parti au pouvoir qui serait à la base de cette motion. Il n'en est rien du tout. La preuve, c'est que moi, je ne suis pas un conseiller du PNDS, mais je suis signataire de cette motion de défiance et nous sommes nombreux. En fait, ce que nous visons à travers cette motion, c'est juste démontrer la mauvaise gestion qui fait cours aujourd'hui à la ville de Niamey et trouver vraiment des solutions à cette situation. Je n'ai pas besoin de vous dire que aujourd'hui les salariés de la ville de Niamey ont au moins 4 voire 5 mois sans salaire. Ça c'est vraiment du jamais vu. D'autre part, même pour la tenue des conseils, cette année, normalement la loi dit que sur l'année on doit avoir au moins 4 sessions. Or, à l'heure actuelle, nous sommes en novembre, nous n'avons tenu qu'un seul conseil. Vous voyez, rien que ça, il y a beaucoup d'autres choses, des griefs que nous avons énumérés dans notre motion de défiance, qui sont là, qui sont des faits palpables, et que nous reprochons effectivement au président du conseil de ville de Niamey. Le tronçon Dosso-Niamey de la boucle ferroviaire qui doit relier plusieurs capitales ouest-africaines a été réalisé, vous le savez, même si c'était hors délai. Mais depuis, plus rien, aucun mouvement en effet du train entre Dosso et Niamey, ce qui pose du coup la question de la pertinence et même de l'utilité de cet investissement. Sur la question, nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana ont interrogé quelques citoyens. Je vous propose de suivre leur reportage. Pays sahélien et enclavé. Le Niger nourrissait l'espoir de se doter de voies ferroviaires pour son désenclavement depuis la veille de l'indépendance. Un rêve qui n'a finalement pris forme qu'après un demi-siècle de souveraineté nationale sous la 7e République avec Beniraï du groupe Bolloré. Un chemin de fer qui se trouve être boudé de nos jours par bon nombre de concitoyens. Lorsque les travaux ont commencé, nous nous avons dit qu'il y a de l'impréparation. Vous ne pouvez pas faire un tel ouvrage sans d'abord planifier et faire les sous-ouvrages qui doivent soutenir les rails. Aujourd'hui, si vous constatez ce qu'il y a sur la route de Niamey à Dosso, la route est même dégradée par le fait de l'échec de ces rails-là. Mais puisqu'on veut montrer que le président de la République est toujours en train de faire des réalisations, alors on a même acheté un wagon
donc de l'argent perdu, parce que le wagon il est là maintenant déposé, il ne sert à rien, il est poussiéreux. Aujourd'hui, à quoi cet investissement a servi aux Nigériens? Le constat est encore plus amer du côté des usagers de la route qui fustigent la proximité de cette voie ferrée. zam walla an funda kan kamirse ko ne masal kai ne foyine nigidi daman kan ga nigidi boren kan ga ka ko ko wal moto ko nigidi agora wara dirgudu man daga te no bo dirgudu wallahi ga ka irse no wallahi man te hinne mo ay gibe mo kel bogo no kenge wallahi sofi ma ka zam wallahi go bore do randi ir wallahi man dina fakuru zam to asi goya da gogo mo no keise o mi asigo am kagar ba gogo no wodin gani gani a gonan na faka gote to asigo goy o mi mat kan gote no. Ainsi, à défaut de pouvoir dégager ce chemin de fer, des voies de recours existent pour le peuple nigérien. Je pense qu'aujourd'hui le Nigérien est en droit. Les Nigériens sont en droit aujourd'hui de déposer une plainte contre M. Bolloré pour avoir d'abord dégradé le terrain de Niamey à Dosso, mais pour avoir menti parce qu'il n'a pas honoré son engagement, mais aussi de porter plainte contre l'État du Niger qui a accepté de se donner ce marché-là et qui ne dit rien, qui garde un silence. C'est le moment. C'est le moment, il faut qu'on arrête, il faut qu'on dise aux Nigériens qu'est-ce que Bolloré a fait, pourquoi il s'est arrêté là et qu'est-ce qui se passe. Pour que nous puissions ensemble, autour d'un forum national, trouver la solution où est-ce qu'il faut aller pour faire une relance économique de l'intérêt général. Une chose est sûre, le contribuable nigérien a droit à des explications de la part des autorités compétentes sur l'arrêt de ce chantier de chemin de fer qui n'est qu'un gâchis pour bon nombre de concitoyens. C'est l'un des titres de cette édition. Un séminaire regroupe depuis ce matin des leaders paysans et des acteurs de la société civile sur le droit à l'alimentation. C'est une initiative du consortium nigérien Droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. Il vise ce séminaire donc à informer et sensibiliser, mais aussi mobiliser le monde rural pour mieux promouvoir et défendre le droit à l'alimentation. Le résumé de l'ouverture de cette rencontre avec nos reporters Anasser Seydou et Hariata Salah. Ce séminaire annuel intervient au moment où le monde rural sahélien fait face à des menaces existentielles de plus en plus persistantes. Ces participants venus de différentes organisations du monde paysan du Niger échangeront sur les enjeux et les défis liés au contexte actuel. Le monde rural, tout le monde le sait, est confronté à des défis énormes. Notamment, le premier défi, c'est le défi de la production, la commercialisation, etc., mais c'est le défi de l'accès même à l'alimentation. Nous savons également qu'il y a des défis nouveaux aujourd'hui pour le monde paysan. Les défis nouveaux, ce sont les défis qui sont liés à la mise en œuvre des accords de partenariat économique, des accords qui sont signés entre nos pays du Sud et notamment les pays du Nord. Des accords qui vont permettre à ce que des produits viennent d'ailleurs, qui vont concurrencer leurs produits. Nous avons aussi un défi qui est relié à la question sécuritaire. Aujourd'hui, le monde rural paye un tribut lourd à l'insécurité. Nous savons également qu'il y a un autre défi, c'est celui de l'accaparement des terres. Aujourd'hui, vous avez de grosses entreprises, de grosses multinationales, de grands investisseurs avec de gros moyens qui convoitent des terres dans nos pays. C'est le cas dans la région de Difa, en dépit de toutes ces situations difficiles. Vous avez aujourd'hui des investisseurs saoudiens qui convoitent jusqu'à 120 000 hectares de terre. L'objectif poursuivi par ces organisations à travers ce séminaire annuel est de contribuer à l'émergence d'un mouvement paysan conscient des enjeux locaux et nationaux, capable de défendre les intérêts du monde rural et suffisamment fort pour influencer les politiques à l'échelle locale et régionale. Comment bâtir au Niger un mouvement paysan fort, digne de ce nom, qui peut défendre les droits des paysans, des paysannes de notre pays, et qui peut être aussi une alternative à ce que nous sommes en train d'observer, le fait qu'il y a donc des mouvements extrémistes armés qui naissent dans le monde rural, qui essayent donc soi-disant de changer la situation. Donc si on veut, n'est-ce pas, répondre à ces défis aussi, c'est d'avoir un mouvement paysan fort. Parce que si on avait des mouvements paysans forts, capables de défendre les droits des ruraux, etc., je pense qu'on n'aurait pas
les situations que nous avons aujourd'hui. Ce séminaire sera aussi l'occasion d'engager résolument ces organisations paysannes dans la promotion et la défense du droit à l'alimentation. Élan de solidarité aux familles des victimes des événements du 1er novembre dernier à Bangui, c'est dans le département de Madawa, région de Tawa. Vous le savez, ce 1er novembre, donc, à l'issue d'une bagarre entre un jeune agriculteur et un éleveur, à l'issue duquel donc l'agriculteur a trouvé la mort, les agriculteurs se sont pris aux populations des éleveurs donc de la localité de Bangui. On a dénombré une vingtaine de morts. Élan de solidarité donc après ces événements. C'est ainsi que ce matin, la fondation Gouri Vie Meilleure de l'une des épouses du président Issoufou Mahamadou a fait don de vivres et de non-vivres aux victimes de ces événements. Le don a été reçu par le ministre en charge de l'Intérieur en présence de nos reporters Sadou Doumi et Nasser Dantof. Geste de grande portée humaine en guise de compassion et de solidarité agissant. Principale cible, les victimes des attaques intervenues à Bangui. À leur chevet, la fondation de la première dame à travers une donation en nature. La population de Bangui à qui je rendais visite au lendemain des événements tragiques du 1er novembre qu'elles avaient subis. Remercier Madame la première dame pour ce geste d'humanité, de solidarité qu'elle leur témoigne en faisant don des vivres et des non-vivres. Madame la première dame, merci infiniment pour ce geste. Les populations de Bangui ont été particulièrement éprouvées. Leur économie est déstructurée par ce qui s'est passé. Je suis en contact avec le préfet de Madawa qui me fait état assez souvent de l'évolution de la situation. Dieu merci, c'est une situation qui évolue très positivement, plus rapidement qu'on l'aurait imaginé. C'est une baraka de Dieu comme ça, mais les populations de Bangui ont besoin d'assistance et lorsque vous procédez à ce geste, vous allez dans le sens de leur désir le plus profond. Réjouissance affichée de quelques habitants de Bangui par ce geste magnanime à plus d'un titre. On est venu remercier le geste qu'a fait la première dame à l'endroit de la population de Bangui. Donc nous ici on est les représentants du peuple. On ne fait que remercier et remercier encore la première dame pour ce don-là, pour ce geste, parce que vraiment les populations de Bangui en ont tellement besoin. C'est au nom des populations donc, qui nous touchent directement, ceux qui ont été victimes, comme l'a dit Monsieur le ministre d'État, donc de la barbarie du 1er novembre, il y a juste 2 semaines, qui s'est soldée par 22 morts, une trentaine de blessés et autant de maisons brûlées. Si vous voyez un peu le désastre que la population a subi, Excellence, donc nous exprimons nos vifs remerciements au nom des populations, au nom des familles des victimes de cette barbarie. Et donc, au-delà, disons, de l'importance du don qui va effectivement répondre aux besoins immédiats des victimes, il y a surtout, comme l'a évoqué tout à l'heure les deux qui m'ont précédé, donc il y a surtout le geste de solidarité, de sympathie. Une initiative qui fera tâche d'huile car opportune, mais aussi et surtout qui se doit d'être imitée par les autres. Une autre cérémonie, cette fois-ci, elle a eu lieu cet après-midi et elle consistait, en une remise de diplôme à 19 jeunes filles formées au niveau du centre de conseil d'éducation des jeunes du quartier Harobanda. C'est dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Le centre est installé par l'ANBF. Et bien, ces 19 jeunes filles ont subi une formation en tricotage et en couture. La cérémonie a eu lieu en présence des parents de ces jeunes filles, comme a pu le constater notre équipe de reportage composée d'Ibrahim Abdou et Ousmane Sidiko. Instant de joie immense couplé à un réel motif de satisfaction, aussi bien pour les récipiendaires que leur encadrement. L'épilogue aussi de 2 ans d'apprentissage au centre conseil d'éducation des jeunes. La fin certes d'une formation, mais le début d'une vie active pour elles. Et l'association nigérienne pour le bien-être familial
qui est leader au niveau national dans la protection de la cellule familiale, a comme vision une population épanouie, des services de santé accessibles, notamment aux jeunes et à la femme. Bref, une société débarrassée du VIH-Sida et de la pauvreté. Les jeunes filles que vous êtes donc au cœur de notre tâche. C'est ainsi que cette année, vous êtes au nombre de 19 à être formés. Et heureusement pour nous, félicitations pour vous, toutes les 19 sont admises. Nous souhaitons que dans 1 an, 2 ans au maximum, que chacune de vous fasse ouvrir son propre atelier. Un atelier de couture, c'est ce que nous avons l'espoir et nous souhaitons Dieu pour qu'il vous aide dans ce sens. Un coaching payant, bien que ce ne soit pas facile, surtout vu leur tranche d'âge. Notre centre, c'est un centre de conseil et d'éducation pour les jeunes, comme son nom le dit. Donc, nous lançons un appel aux parents d'élèves d'envoyer les jeunes filles, puisqu'il y a une tranche d'âge de 14 à 24 ans qui peuvent venir inscrire leurs filles pour qu'ils aient un avenir meilleur. Vous savez, avec les jeunes filles, vraiment, surtout des adolescentes, c'est pas facile de les gérer. Mais par la grâce de Dieu, on est arrivé à la fin des 2 ans de formation. Les meilleurs à s'être fait distinguer se sont vus non seulement décerner des certificats, tout comme des cadeaux. Et pour immortaliser l'événement, une photo de famille a clos la cérémonie. Dans le cadre des préparatifs de la Journée nationale de la liberté de la presse qui sera célébrée le 30 novembre prochain, le conseil d'administration de la Maison de la Presse a initié ce matin une rencontre d'échange entre acteurs des médias et pouvoirs publics, mais aussi acteurs de la société civile, autour des dispositions de la loi portant régime de la liberté de la presse, des dispositions qui dépénalisent le délit commis par voie de presse. La rencontre a été présidée, l'ouverture donc par la ministre en charge de la communication. Le résumé de l'ouverture de cette rencontre avec nos reporters Chebou Guisso et Asmaou Seydou. Cette rencontre, la première du genre entre la ministre de la Communication et le président de la Maison de la Presse en présence d'autres acteurs du monde des médias, s'inscrit dans la ligne droite des préparatifs de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse. Une célébration qui intervient dans un contexte marqué par 6 années de dépénalisation du délit de presse au Niger. Aujourd'hui, la dépénalisation du délit de presse est devenue une réalité au Niger. Mais elle pose encore le problème de responsabilité des médias eux-mêmes, c'est-à-dire de la formation et du respect des règles d'éthique et de la déontologie. C'est pourquoi je me réjouis de constater que vous avez retenu ces questions essentielles comme thème majeur de discussion de vos travaux. Pour ma part, je puis vous rassurer que mon département ministériel, conformément à ses attributions, poursuivra sans relâche les efforts entrepris en faveur du renforcement des capacités des médias en vue d'assurer aux journalistes et aux autres acteurs des médias la formation nécessaire à une bonne pratique de leur profession au Niger. Occasion pour le président de la Maison de la Presse de faire l'état de lieu de la presse nigérienne, tout comme des conditions de vie et de travail des hommes des médias nigériens. Au cours de ces années, notre pays a connu un bond en avant, mais aussi régresse progressivement dans le classement mondial en matière de liberté de la presse. Toutes les parties sont à un moment ou à un autre responsables de cette situation. Mais tous ces classements sont loin de refléter la réalité de la pratique du journalisme dans notre pays. Le ressort des consultations et rencontres que nous avons entrepris, que le professionnalisme est en nette régression. Les conditions de vie et de travail des journalistes restent déplorables, que la responsabilité n'est pas au rendez-vous de la dépénalisation, que la confiance auprès des couches socio-professionnelles du pays s'est beaucoup effritée, que l'ordonnance 035 du 4 juin 2010 comporte des insuffisances. Ainsi, face à ces constats amers, la journée du 30 novembre doit être mise à profit pour chercher les voies et moyens permettant une amélioration des conditions des journalistes pour une presse de qualité au Niger.
Voilà, il faut bien retenir donc que c'est une ordonnance qui porte régime de la liberté de la presse et c'est dans celle-ci que certaines dispositions dépénalisent les délits commis par voie de presse. Pour refermer cette édition, partons au marché pour voir le panier de la ménagère. Pas difficile selon notre équipe de reportage à remplir en cette période de froid du fait de l'abondance des légumes sur le marché. L'équipe de reportage est composée de Halidou Brema et Nafissa Hassan. En ce début de saison froide, les marchés sont inondés par des légumes et d'autres condiments. Conséquence de cette abondance, les prix sont en baisse à la grande satisfaction des clients. Dieu merci, les prix des condiments sont abordables en cette période. Alors qu'il y a 2 semaines de cela, les prix sont chers. Cependant, malgré l'abondance des condiments et la chute des prix, les vendeurs s'en sortent quand même. Pendant cette période de froid, les prix de produits sont en baisse. Tu vois, par exemple, avant-hier, j'ai payé le sac de tomates à environ 11 000 francs CFA, le sac de poivrons 90 000 francs CFA. Quant aux carottes, un petit sac se vend entre 16 000 et 17 000 francs CFA. La tasse d'oignon qui coûtait entre 2 000 à 3 000 francs CFA se vend aujourd'hui à 1 250 francs. Quant au piment vert, la tasse se vendait à 2000, mais elle coûte aujourd'hui 500 francs CFA. Tu vois ce petit concombre, on le vendait à 300 francs CFA, mais tu peux le trouver aujourd'hui à 100 francs CFA. La plupart de ces produits sont importés des pays voisins. Une petite partie est produite localement qui ne couvre pas malheureusement la forte demande des consommateurs. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Très bonne suite des programmes sur la télévision La Vache.